Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, hop, je le pose, on va commencer une super série de vidéos sur l'Égypte pharaonique, sa chronologie, l'Empire, la succession des pharaons, de Nermer en 3150 avant Jésus-Christ jusqu'à notre copine Cléopâtre. Dans ce premier épisode, je vais surtout aborder la chronologie. Comment est-ce qu'on a réussi à déterminer certaines dates? Quelles sont les zones d'ombre? Quelles sont les dates qui sont liées à ces zones d'ombre? Parce que c'est vrai que vous verrez en fin de vidéo, je mentionne que pour certaines périodes, on a des blancs qui peuvent aller de 10 jusqu'à 200 ans. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va prendre en compte. On verra donc dans cet épisode quels sont les outils qu'on a à disposition pour déterminer, ou en tout cas essayer de déterminer le plus précisément la chronologie pharaonique, la chronologie des rois égyptiens. Donc je me joins à notre copain Toutankhamon et je vous dis à tout de suite. C'est parti. C'est au VIe siècle avant Jésus-Christ qu'on peut dire que l'histoire, la connaissance de l'histoire égyptienne a commencé avec le voyage du grec Solon qui s'est rendu directement dans le delta égyptien. Initialement, il avait prévu de visiter le temple de Naucratis, qui était une cité à l'époque récemment fondée justement par les Grecs. En tant qu'homme politique d'une grande cité grecque, Solon se montrait alors évidemment très fier de la vie et du style de vie qui régnait à Athènes. Pourtant, il a été remis à sa place très rapidement par les prêtres du temple égyptien qu'il était en train de visiter, avec lesquels il parlait d'histoire de manière générale. Et ces prêtres égyptiens lui ont rappelé « Vous, les Grecs, n'êtes que des enfants, historiquement parlant ». Il voulait dire par là que l'histoire grecque ne pouvait absolument pas être comparée, ni par sa durée, ni par son contenu, à celle de l'Égypte. Et de toute évidence, ils avaient raison. Il faut pourtant remarquer que les prêtres ne sont alors que les héritiers d'une tradition qui remonte à près de 3000 ans avant Jésus-Christ. 3200 ans avant Jésus-Christ, ça va être le début de l'Égypte dynastique. Donc cette tradition qui remonte à près de 3 millénaires, c'est un fait. Et ces prêtres égyptiens, ils vivaient dans une Égypte dont la grandeur appartient depuis longtemps au passé. La grandeur de l'Égypte en 600 avant Jésus-Christ, elle était, entre guillemets, déjà disparue. À l'époque, ils disposent par contre de sources historiques dont on ignore le contenu. Mais ce n'est que plus tard, 300 ans plus tard, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, que quelqu'un a utilisé ce type de document pour écrire une histoire détaillée de l'Égypte. Cette personne, il s'agit de Manéthon. L'histoire égyptienne de Manéthon, elle est à l'origine de la chronologie égyptienne que l'on utilise encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Il a divisé l'histoire de ce pays en dynasties, avec les différentes familles régnantes. Nous en reconnaissons aujourd'hui 30, depuis l'unification de l'Égypte vers 3100-3200 avant Jésus-Christ jusqu'à la mort du premier pharaon, Nectanebo II, en 334 avant Jésus-Christ. Nectanebo II, je rappelle que c'est le pharaon dont on retrouve la chaise royale sur l'île Éléphantine. Parfois, on ajoute après cette date deux dynasties, la 31 et 32e, qui englobent les souverains de la seconde domination perse et les rois macédoniens de la lignée des Ptolémées, qui se terminent environ en 30 avant Jésus-Christ avec le suicide de Cléopâtre, la dernière reine ptolémaïque. Malheureusement, il ne subsiste aucun texte complet des œuvres de Manéthon, ce qui n'empêche pas de leur accorder un grand crédit. Notre connaissance de l'histoire de Manéthon est un petit peu due au hasard. Les sources de Manéthon, elles sont très variées. En tant que prêtre du temple d'Héliopolis, il a eu accès aux archives des temples. Son nom lui-même évoque le savoir. Il est en effet associé à Thoth, le dieu à tête d'ibis, dieu de la sagesse, et inventeur des hiéroglyphes. Il signifie peut-être aimé de Thoth ou don de Thoth. Manéthon, il a travaillé à partir des récits historiques officiels, de livres sacrés du temple qu'il a visité, et des inscriptions historiques gravées sur les murs des sanctuaires. Il a aussi agrémenté tous ces récits de différentes traditions populaires et traditions orales dont il a hérité en visitant les prêtres égyptiens, mais dans certains aspects de son approche, malheureusement, ces éléments qu'il a avancés sont pas toujours très crédibles. Par contre, Manéthon il s'est aussi familiarisé avec les écrits d'Hérodote. Hérodote qui est très connu pour la chronologie de l'histoire qu'il a mise en place. Hérodote, c'était un historien grec qui a visité l'Égypte vers 450 avant Jésus-Christ. Et il a énormément parlé du pays égyptien et de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte dynastique, dans son livre numéro 2, qui s'appelait « Histoire ». Pour poser les bases d'une chronologie égyptienne, il faut aussi aborder les témoignages des inscriptions.
L'étude des sources écrites encore existantes en Égypte est un petit peu l'aboutissement d'une histoire longue et complexe. Après le IVe siècle, plus personne ne pouvait lire les textes des époques anciennes. L'inscription hiéroglyphique la plus tardive, elle a été gravée en 394 dans le temple de Philae. Le temple de Philae, c'est un temple qui se trouve à Assouan et qui, au même titre qu'Abou Simbel, a été relevé dans les années 60 lors de la construction du barrage d'Assouan. La clé, entre guillemets, de cette écriture, elle s'est ensuite perdue, d'abord dégradée, puis perdue. De nombreux savants de la Renaissance, et encore plus tard certains jésuites, ont tenté de déchiffrer les hiéroglyphes avec des résultats toujours assez surprenants et un petit peu chaotiques. En 1761, un autre religieux, qui s'appelait Jean-Jacques Barthélemy, a publié un article dans lequel il suggère que les boucles ovales entourant les hiéroglyphes, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait des cartouches, renferment les noms royaux. À partir de ces boucles, à partir de ces cartouches, et à l'aide de la pierre de Rosette, c'est en fait Jean-François Champollion qui a réussi à résoudre l'énigme des hiéroglyphes. Quand je dis résoudre l'énigme, c'est évidemment dans la manière dont ils sont acceptés aujourd'hui. La pierre de Rosette, c'est un gros bloc de basalte noir. Il a été trouvé en 1799 au fort Saint-Julien, près de l'embouchure du Nil, justement dans une ville qui s'appelle Rosette. De haut en bas, cette pierre de Rosette, elle porte 3 écritures. Tout d'abord les hiéroglyphes, ensuite la démotique, et ensuite le grec. La traduction du grec a révélé que le texte était un décret de Ptolémée V, daté de l'an 9 de son règne, c'est-à-dire l'an 196 avant Jésus-Christ. Et ce décret, il était connu sous le nom du décret de Memphis. Memphis, c'est une ville qui aujourd'hui n'est plus vraiment une ville très connue, mais il y a toujours une statue de Ramsès II et un petit musée qui s'y trouve. C'est plus du tout une étape incontournable de l'Égypte, mais c'est toujours très sympa de s'y arrêter si on a quelques heures de libre dans une journée de visite. L'étude de cette inscription, elle s'est conclue par la publication en 1822 d'un article qui a marqué à l'époque vraiment sa génération. Et cet article, il s'appelait « Lettre à Monsieur Dacier ». Et dans cet article, Champollion, il expose en détail le principe de l'écriture hiéroglyphique tel que lui, il l'a interprétée et traduite. Je dis tel que lui, il l'a interprétée et traduite, parce que même encore aujourd'hui, donc on est 200 ans après Champollion, au sein même de l'égyptologie classique, il y a toujours de grandes divergences et différents mouvements de pensée entre les égyptologues et leurs propres interprétations des hiéroglyphes et leur signification. Hormis les inscriptions sacerdotales, comme la pierre de Rosette par exemple, dont on vient de parler, la pierre de Shabaka, ou l'inscription rupestre de l'île Sehel, l'île Sehel, elle est également à Assouan, il existe peu de sources concernant l'histoire et la chronologie égyptienne. Certaines références à des moments précis de la chronologie ne reflètent souvent que la part prise dans l'événement par un individu. Et donc, comme cela concerne un seul individu, ces témoignages, ils sont très minces et difficiles à interpréter. Il y a d'autres documents très importants qui aident à comprendre l'histoire de l'Égypte et l'écriture hiéroglyphique. Un des premiers documents qui sont importants s'appelle la pierre de Palerme. C'est un document qui remonte à la 5e dynastie, aux alentours de 2500-2350 avant Jésus-Christ. La pierre de Palerme, c'est un bloc, et un grand fragment de ce bloc en diorite noir se trouve au musée justement de Palerme en Sicile, et c'est de là que vient son nom. D'autres petits morceaux, plus petits, eux, sont conservés au musée du Caire et au musée Flinders Petrie de Londres. La pierre de Palerme, inscrite sur 2 faces, cite certains des derniers rois de l'époque pré-dynastique, avant donc 1100-1200 avant Jésus-Christ. Et il mentionne aussi les rois qui ont suivi jusqu'à Néferikare au milieu de la 5e dynastie. À l'origine, la pierre de Palerme mesurait plus de 2 mètres de long et 60 cm environ pour sa hauteur. Il se présente sous la forme d'une série de panneaux verticaux qui contiennent le nom du roi et les événements classés d'après ses années de règne. Donc, ce qui fait que sous le nom d'un roi, on trouve des annotations comme en 4 du premier ceci, cela, de ceci, cela. Et donc en recroisant toutes ces datations, on est capable de reconstituer plus ou moins ce puzzle chronologique. Autre document très important, la table royale de Karnak. Aujourd'hui, elle se trouve au musée du Louvre. Elle comprend une liste de pharaons qui va du premier souverain à Thoutmôsis III. Thoutmôsis III, fils de Hatshepsut, a régné aux alentours de 1500-1450 avant Jésus-Christ. La table royale de Karnak, elle mentionne les noms de nombreux rois beaucoup moins connus de la seconde période intermédiaire. La seconde période intermédiaire, elle va de la 13e à la 17e dynastie.
Et il y a une autre table royale que j'apprécie tout particulièrement et qui est toujours en place, et elle se trouve sur les parois du couloir de la chambre des ancêtres dans le temple de Séti Ier à Abydos. Séti Ier, il a régné à la fin, disons le début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Séti et son fils, qui s'appellera Ramsès II, figurent devant les cartouches de 76 pharaons répartis sur 2 rangées. La liste commence par le premier roi et s'achève avec justement Séti Ier, comme vous pouvez le voir sur cette photo que j'ai prise lors d'un de nos derniers voyages. Une 3e rangée de cartouches répète les noms de Séti. La table, par contre, elle ignore les rois de la seconde période intermédiaire, d'où l'intérêt de la liste de Karnak pour pouvoir croiser les données et avoir une vision complète de cette chronologie dynastique. Sur la table royale d'Abydos, on ne trouve pas non plus les successeurs d'Amenophis III à la fin de la 18e dynastie. Concernant cette liste, on peut en retrouver une copie qui est disposée en 3 rangées au lieu de 2 et qui avait été mise au jour dans le temple voisin de Ramsès II. Et cette autre copie, elle est connue sous l'appellation de la liste royale d'Abydos, et non pas la table royale. Et aujourd'hui, elle est exposée au British Museum de Londres. Donc si vous allez là-bas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir cette liste. Et évidemment, si vous voulez aller à Abydos, je vous invite de tout cœur à m'envoyer un petit message pour voir comment ça se passe au niveau de l'organisation des voyages en Égypte. Je mettrai l'email où vous pouvez me joindre dans la description de la vidéo. On continue avec les documents intéressants. Il y a la table royale de Saqqara. Elle est gravée sur de la pierre et elle est conservée au musée du Caire. Et elle complète les listes dont on vient de parler, celle de Karnak et d'Abydos. Elle a été découverte dans la tombe du scribe royal Tounroi à Saqqara, justement. Elle se compose de 47 cartouches qui vont de Anjib, de la toute première dynastie, à Ramsès II. Et là encore, on ne sait pas trop pourquoi, les monarques de la seconde période intermédiaire sont absents. Le document que l'on peut peut-être considérer comme celui qui est le plus intéressant par rapport à la chronologie royale, il est malheureusement celui qui est le plus endommagé, et aussi le plus incomplet. C'est un papyrus, baptisé le Canon royal de Turin, d'après le nom du musée dans lequel il se trouve actuellement. Sur ce papyrus, il y a une liste de rois. Cette liste de rois, elle est écrite à la main, comporte le nom de plus de 300 rois, et est écrit en écriture hiératique au dos d'un papyrus. Sur le recto, par contre, il y a des comptes financiers, visiblement. Le document il a été rédigé à peu près, en tout cas c'est ce qu'on estime, en 1200 avant Jésus-Christ. Tout comme les bribes de l'œuvre de Manéthon et la première ligne de la pierre de Palerme, le canon de Turin, lui, s'ouvre sur des dynasties de dieux auxquels succédèrent les rois qu'on appelle terrestres. Ce canon royal de Turin, il présente le grand intérêt de donner la durée exacte de chaque règne en années, en jours et en mois. Son état de conservation il est tel que la mise en place des fragments ressemble vraiment un petit peu à ce que je disais avant, un puzzle dont il manque beaucoup de pièces malheureusement. Ce qui fait que ce qui aurait dû être la principale source de la chronologie égyptienne s'est en fait transformé en véritable cauchemar pour tous les épigraphistes et autres analystes égyptologues. Ce qui reste toujours assez étonnant, c'est qu'avec toutes les informations chronologiques disponibles, il est encore extrêmement difficile d'établir une chronologie certaine avec des dates plus ou moins absolues par rapport à l'Égypte dynastique. La plupart des renseignements qu'on trouve dans ces informations ne sont jamais très précises. Ça reste relatif et, comme je le dis très souvent, soumis à interprétation personnelle. Toutes ces inscriptions, elles présentent une suite de rois, de pharaons, organisés les uns par rapport aux autres, dont les règnes sont parfois séparés par un laps de temps qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Donc c'est très problématique de pouvoir les replacer de manière correcte dans ce cadre chronologique. Les dates absolues de l'Égypte ancienne reposent sur une datation astronomique. Cette datation astronomique, elle prend pour référence les calendriers civils et astronomiques et fait intervenir des calculs compliqués liés au cycle zodiaque de 1400 ans. Et ces calculs complexes sont aussi fondés sur le lever héliaque de l'étoile Sirius, l'étoile Chien. Les anciens Égyptiens, à l'époque, savaient que l'année compte 365 jours. D'accord. Mais ils n'ont apporté aucune correction pour le quart de jour qui s'ajoute chaque année. C'est pour ça qu'on a ce jour supplémentaire au mois de février, tous les 4 ans. C'est pourquoi leur calendrier astronomique et leur calendrier civil se décalent progressivement et aboutissent à des écarts considérables entre les deux datations. Et ce n'est que tous les 1460 ans que les deux calendriers coïncident à nouveau pendant un certain temps avant de recommencer à nouveau à se décaler.
Idéalement, le lever de Sirius est supposé coïncider avec le jour du nouvel an du calendrier civil. Mais cela n'arrive que tous les 1460 ans. En 139 après Jésus-Christ, Censorinus, qui était un grammairien du IIIe siècle, rapporte que le premier jour de l'année civile égyptienne et le lever héliaque de Sirius ont été concomitants, ce qui mettait fin à un cycle, ce qu'on appelle le cycle sotique. Et lorsque l'on remonte le cours du temps, on peut déduire aussi que d'autres concomitances de dates ont eu lieu en 1317 et 2773 avant Jésus-Christ. Et en se fondant sur les concomitances de 1317 et 2773, on a calculé que ce lever avait eu lieu en 1872 avant Jésus-Christ. Un autre lever a été consigné dans les écrits au 9e jour du 3e mois de la 3e saison, en l'an 9 du roi Aménophis Ier. Aménophis Ier, il a régné de 1551 à 1524 avant Jésus-Christ. Par contre, sa date n'a pas pu être calculée de manière aussi précise que celle de Sésostris. On va parler un tout petit peu de Sésostris. En l'an 7 du règne de Sésostris III, dont les dates de règne allaient de 1878 à 1841, on est à l'époque à la 12e dynastie. Donc en l'an 7 de son règne, on a pu observer un lever héliatique de Sirius. Et dans les écrits, l'événement est daté au 16e jour du 4e mois de la 2e saison de l'an 7 de ce roi. Donc vous voyez que même si une fois on a été capable de dater assez précisément un lever de soleil, de manière générale, il y a des grandes amplitudes sur lesquelles on n'a pas vraiment de connaissances. Et en revenant là sur le lever qui date d'Aménophis Ier, on sait que ça se situe par exemple dans la seconde moitié du XVIe siècle avant Jésus-Christ, mais la date précise, on ne la connaît pas et elle peut varier de 20 à 30 ans. Donc si on part du principe que toutes les datations qui sont soumises un petit peu à ce flottement ont des potentielles amplitudes de 20 à 30 ans, vous imaginez que sur 3000 ans, on a vraiment des gros décalages et les zones d'ombre dont je parlais avant s'agrandissent et finalement ne permettent pas de conserver la supposée légitimité de toutes ces datations. Parce qu'en fait, tout ce flottement, il est simplement dû au fait que les calculs de la chronologie égyptienne, ils sont essentiellement basés sur les années de règne de chaque roi, mais lorsqu'elles sont connues. Il y a énormément de rois pour lesquels les dates de règne ne sont pas connues. Et c'est lors de ces règnes qui ne sont pas connus qu'on va venir les intercaler un petit peu au hasard, et c'est là qu'on perd le fil. Cela dit, pas besoin de faire de sensationnalisme en termes de datation, parce que même dans l'égyptologie classique, on reconnaît en général que la chronologie égyptienne devient sûre, entre guillemets, avec un accent circonflexe bien sûr, en 664 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début de la 26e dynastie et du règne de Psamétique Ier. Les liens avec la chronologie des civilisations méditerranéennes deviennent de plus en plus solides lorsqu'on parvient aux périodes classiques et romaines. Et c'est ça qui permet d'être un petit peu sûr des datations. La marge d'erreur pour les dynasties qui précèdent la 26e, elle est variable. Pour le Nouvel Empire, une vingtaine d'années paraît plus ou moins raisonnable. Mais plus on remonte dans le temps, plus l'incertitude grandit. Et ainsi, les dates qui concernent l'unification et les premières dynasties sont soumises à des fluctuations qui vont de 50 à 200 ans. Pour ce qui est des fluctuations, justement, je vais le mettre en lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller aussi voir ça. C'est une des parties de l'interview que j'ai faite, une interview improvisée de Youssef Ayouane, directement à Gizeh. Et dans cette interview, il nous parle de la comparaison entre les dates qui sont données par l'égyptologie classique et d'ailleurs Manéthon, en les comparant avec les dates qu'on a obtenues suite au test au carbone 14. Et vous verrez que c'est très intéressant de voir à quel point ça diffère, et pas seulement de 200 ans. Voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu. Dans le prochain épisode, on va aborder l'Ancien Empire avec les toutes premières dynasties qui commencent aux alentours de 3150 avant Jésus-Christ avec le premier règne du premier pharaon Nermer. Et ensuite, on va aller au Moyen Empire jusqu'au Nouvel Empire. Au gré de ces vidéos, je vais essayer de distiller un tout petit peu d'informations que j'ai aussi personnellement recueillies sur les sites que j'ai visités, comme par exemple dans cette première vidéo où je parle de l'interview de Youssef Ayouane que j'ai mis en lien dans la description. Et puis on va remonter ensemble cette grande frise chronologique qui est constituée de près de 190 pharaons
Donc c'est clair qu'on a du pain sur la planche parce qu'on va parler de Narmer, on va parler de Ramsès II, de Djoser, de Khéops, de Képhren, de Mykérinos, de Cléopâtre, de Ptolémée, de Hatshepsut, de Néfertiti, Néfertari, Ramsès III, enfin ils sont... Voilà, il y en a 190. Donc cette première vidéo, c'est la première d'une très longue série et je vous remercie d'avoir regardé déjà cette introduction et cette introduction à la chronologie pharaonique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications de toutes les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.